Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce dimanche. Dimanche, comme vous le savez, c'est la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir Franck Diongo, qui est président AI de l'Alternance pour la République, donc plateforme faisant partie du Rassemblement, et président du MLP. Il n'est plus à présenter. Comme je l'ai dit, depuis quelques mois déjà, ou quelques semaines, Info 7 est éminemment politique, et pour ne pas perdre le temps, nous attaquons directement le premier dossier. Le premier dossier, comme vous le savez, c'est la rentrée scolaire. Vous avez entendu le mot d'ordre du Rassemblement, école morte. Et bien, comme j'ai vraiment un représentant de l'Alternance pour la République, donc membre du Rassemblement, nous allons avoir vraiment plus de détails par rapport à ce mot d'ordre. Et évidemment, nous allons parler de la réaction d'Olenga, qui est ministre provincial et en charge de l'éducation, par rapport à cette rentrée scolaire qui a été effective selon une certaine opinion et pas du tout selon une autre. Et nous allons terminer par ce constat. Évidemment, notre rédaction est descendue sur le terrain pour voir effectivement s'il y a eu la rentrée effective en République démocratique du Congo ce lundi. Plus de détails dans ce condensé. Le gouverneur de la ville a insisté. Je rappelle donc que nous puissions veiller au respect du calendrier scolaire. Rappeler à tous les chefs d'établissement que l'instruction est gratuite. L'interdiction faite de la vente obligatoire des fournitures et autres uniformes à l'école. Les écoles peuvent offrir les services, mais les parents ont le libre choix de savoir où ils veulent prendre les fournitures de leurs enfants. L'unicité de l'uniforme scolaire, bleu et blanc. Le respect de la réglementation en matière de fixation et de gestion des frais scolaires et autres ressources mises à la disposition des écoles. L'interdiction de renvoi des élèves pour non-paiement des frais scolaires et en même temps l'invitation lancée aux parents de se rapprocher des responsables d'établissement pour négocier, si le cas était nécessaire, un échéancier de paiement. L'interdiction d'organiser les kermesses et les veillées mortuaires dans les espaces scolaires. L'interdiction de construire des magasins et autres points de négoce dans les espaces scolaires. L'interdiction d'organisation des maquis pour finalistes, sauf dérogation de l'autorité urbaine. L'amélioration des conditions d'hygiène scolaire, notamment l'assainissement des latrines, la plantation des arbres selon que l'espace scolaire s'y prête. Voici donc les 10 commandements observés scrupuleusement au cours de cette année scolaire. EP 5 Maluku, situé dans la commune qui porte le même nom, a vécu ce 5 septembre 2 événements majeurs. Il s'agit de l'inauguration de l'EP 1, 2, 3, 4, 5 et le lancement officiel de la rentrée scolaire 2016-2017. Une rentrée scolaire placée sous le signe de la lecture et de l'écriture, occasion pour le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté de revenir sur les recommandations de la table ronde sur la gratuité et la qualité de l'éducation RDC tenue récemment à Lubumbashi. Les enseignements doivent reposer sur les outils didactiques du travail scolaire. Les manuels, les guides pédagogiques, les journaux de classe, les cahiers de communication, les registres de points, les cahiers de devoirs et notes des élèves, sans oublier bien sûr les documents de base qui est le programme national de toute discipline, et cela exécuté correctement et intégralement. À ces sujets, Maker Mangou dit beaucoup attendre des parents, partenaires de choix du gouvernement dans cette quête de la qualité de l'enseignement, et insiste aussi sur le caractère apolitique de l'école. Je pense que nous pouvons tous nous mettre ensemble pour que nous offrions à nos enfants une éducation pour tous de qualité. C'est ça le souci de la communauté congolaise, c'est le souci de la ville de Kinshasa, c'est la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les élèves, eux aussi, ont émis un souhait. Nous voulons apprendre à lire, écrire et à calculer pour être utile à la société.
Les vœux réitérés également par l'UNESCO, l'agence onusienne en charge de l'éducation s'engage à accompagner la RDC dans ce secteur de haute portée, rappelant que près de 18 millions d'élèves sont attendus pour cette année scolaire 2016-2017 sur toute l'étendue du pays. À l'école primaire Ouangata dans la commune de Kinshasa, l'ambiance est morose. Pas d'élèves dans les salles de classe, mais les enseignants étaient tous venus nombreux ce lundi 5 septembre 2016. Joseph Pobanga Bupondo, directeur de cette école primaire, déplore cet état de choses. Je sais que les parents ont l'obligation d'amener leurs enfants à l'école. Je leur demande de demain matin à 7h30 que les enfants, au plus tard, que les enfants soient à l'école. À noter, la situation est pareille dans plusieurs écoles de Kinshasa, la capitale. Une situation attribuée par les uns à l'appel lancé par l'opposition et par les autres au manque de moyens financiers des parents. Très heureuse de vous recevoir, M. Franck Diongo. Merci beaucoup, Paulette Kimutu. Voilà, comme vous le savez, ce lundi, il y avait eu la rentrée scolaire, mais une rentrée scolaire assez morose, comme le dit si bien notre reporter, mais c'est parce que le rassemblement avait lancé ce mot d'ordre « école morte ». Et pourtant, le ministre Makia Mwangu dit il faut que le caractère apolitique de l'école demeure. Est-ce que vous ne mettez pas en danger aussi, Franck Diongo, l'avenir de nos enfants? Est-ce que vous ne politisez pas l'école? Est-ce que les enfants doivent être en tout cas aujourd'hui la cible pour vous, les politiques? Paulette Kimutu, au nom du peuple congolais, laissez-moi vous dire merci de nous avoir donné cette opportunité pour amener notre pierre en termes de contribution. La question de l'éducation, dans notre approche, nous qui défendons la rupture avec le passé, pour amener des facteurs correctifs, l'éducation est un domaine principal. Parce que ça garantit l'avenir de la jeunesse. Actuellement, pourquoi nous avons exigé le premier jour de la rentrée scolaire, l'école morte, qui n'est pas à confondre, Paulette Kimutu, d'une année blanche? Nous n'avons jamais dit que cette année soit une année blanche, c'est-à-dire que les enfants n'étudieront pas. Vous voulez simplement faire un coup médiatique ou... nous avons dit, Paulette Kimutu, que la première journée de la rentrée scolaire, en guise de protestation de la manière dont le régime qui est dans l'axe du mal a tué l'éducation, parce que du point de vue des diplômes, les diplômes des enfants ne sont pas reconnus. Non, mais le ministre, on l'a reçu d'un moment, il a dit maintenant c'est reconnu quand même en Belgique. Je te dis que moi je viens de Belgique, ce n'est pas reconnu. Mais Makia Mwangu l'a certifié, il a dit que non, en Wallonie, en Belgique, les moi je vous dis scolaires, il n'y a pas une semaine, celui qui a un diplôme d'État en Belgique ne peut pas être inscrit à l'université. Mais je vais reposer la question à Makia Mwangu. Moi je viens de Belgique, je peux donner l'école. Donnez-nous parce que c'est quand même grave, parce que nous on l'a reçu. Voilà. Makia Mwangu a dit que non. Moi je dis je viens de Belgique, je vous donne le cas à l'université de Mons, ce n'est pas acceptable. À l'université de Mons par exemple, on n'accepte pas. Mons c'est en Wallonie ou en... Parce que nous sommes en Belgique, alors il ne faut pas qu'on soit distrait. La Belgique n'est pas dirigée comme nous. L'université de Mons est reconnue au monde entier. Mais oui, mais c'est peut-être oui, parce que chez eux là, donc est-ce que c'est quand même une fierté que le diplôme du Congo soit reconnu par une province et pas une autre province dans un pays? C'est une honte d'ailleurs. Ça ne vaut même pas la peine d'aller dans les détails pour être Kimutu. Les deux, pas seulement que le diplôme du Congo ne sont pas reconnus à l'extérieur, mais aussi et surtout, l'éducation pour être Kimutu est tuée. Et vous voulez le tuer au niveau des primaires. L'objectif principal de l'école primaire pour être Kimutu, c'est de savoir lire et écrire en langue nationale et en langue locale, savoir calculer. Dans le cadre de la ville de Kinshasa, l'objectif principal de l'école primaire, à Kinshasa par exemple,
il faut que l'enfant, en arrivant en 6e primaire, doit savoir calculer, doit savoir écrire en lingala, doit savoir lire en lingala, doit savoir écrire en français, doit savoir lire en français. Lire et écrire en français, lire et écrire en lingala et savoir calculer. C'est ça l'objectif. Mais pour savoir lire et écrire en langue nationale et en langue locale et savoir calculer, il faut des moyens pour étudier et arriver à cela. C'est pour cette raison qu'à ma qualité de co-rédacteur de la Constitution politique Kimoto, nous avions décidé à toute responsabilité au regard des développements de la pauvreté. Parce que le taux de pauvreté est aujourd'hui à 73-75%. À San City, au dialogue intercongolais, il y a une résolution pour la gratuité de l'éducation. C'est quand même effectif dans il n'y a pas d'effectivité pour les Kinshasa et Lubumbashi, selon le ministre. Mais à l'intérieur du pays, c'est quand même un peu effectif. Pour les Kimoto, il n'y a donc vous remettez en cause toute... Il n'y a aucune effectivité dans aucune province. Je parlais de manque d'effectivité de la gratuité de l'école primaire. Au regard donc de la pauvreté des parents, au regard de salaires de misère, au regard des niveaux de chômage, en solidarité avec tous ses parents, et surtout, le fait que le gouvernement ait tué l'éducation, il prépare la jeunesse congolaise pour l'être Kimutu à devenir l'imbécile de demain. Et nous, comme parents, en protestation, de sorte qu'on n'a pas encore voté le budget de l'État, pour que cette année, pour l'être Kimutu, qu'on introduise les facteurs correctifs, que l'école soit gratuite, que l'enseignant soit bien payé et qu'on vote un budget responsable. Au Canada, par exemple. Pourquoi ne pas faire, par exemple, pourquoi ne pas faire, par exemple, un sitting, par exemple, devant le ministère de l'EPSP? Pourquoi ne pas faire un sitting à la primature et pourquoi mettre en danger l'école? Pourquoi vous êtes sûr que votre coup médiatique a réussi? Que vos revendications ont été écoutées cette fois-ci? Laissez-moi remercier les parents qui obéit les mots d'ordre, parce que les mots d'ordre a été obéi à 90% pour tous les Congos. J'ai vu le cinéma là, de l'école de Maluku, où on a contraint les enfants d'être là parce que le ministre devait venir. Mais dans toutes les autres écoles, à part l'école du cinéma qu'on a vu là, le mot d'ordre a été obéi. Donc après ce remerciement au peuple congolais qui a obéi les mots d'ordre du rassemblement à travers le président Tshisekedi, je crois que le gouvernement doit tirer les conséquences et de s'abstenir de cette mauvaise direction qui consacre à tuer les gens. On reproche aussi aux gens du rassemblement. Nous écoutons aussi ce peuple-là, Franck Diongo. Et ils disent que vos enfants et les enfants de certains dirigeants étudient en Europe dans de bonnes conditions. Et vous voulez sacrifier cette jeunesse congolaise aujourd'hui parce que vous battez, je ne sais pas, pour votre leadership, pour votre ventre, permettez l'expression, et vous voulez sacrifier toute une jeunesse congolaise. Où étudient vos enfants aujourd'hui? C'est pas en RDC? Ou si c'est en RDC, c'est dans de bonnes conditions quand même. Paulette Kimoto, la personnalisation du débat est une distraction. Comment c'est une distraction? C'est une distraction parce qu'en fait, la revendication de salaire de misère qu'on donne aux enseignants, un enseignant mal payé, un administratif de l'école primaire, secondaire, universitaire mal payé, sous-payé, impayé. Quand vous réclamez qu'on le paye bien, est-ce que ce n'est pas un acte patriotique et démocratique et solidaire? C'est pour vous dire que ce genre de propos sont de nature à démobiliser par découragement les combattants qui défendent l'amélioration de la qualité de vie de l'éducation. Mais vous êtes député, mais à l'Assemblée nationale, battez-vous pour qu'il y ait par exemple une augmentation du budget par rapport à l'enseignement. Vous êtes député national. Combattre la pauvreté pour l'être qui vous vous battez pour vos émoluments, mais pas pour qu'on augmente les salaires des enseignants. Hein. Je reviens encore sur ça. Hein. Comme Paulette Kimutu, combattre la pauvreté à très court terme, c'est améliorer le revenu des citoyens. Mais vous êtes l'organe budgétaire. C'est vous, non? C'est vous qui admettez, qui acceptez ce budget. Je n'ai jamais vu une fois à l'Assemblée nationale, on a refusé le budget. Augmentez-vous pour que l'éducation ait par exemple 30 à 40%, parce que c'est l'avenir, les enfants là. Vous devez vous battre pour on augmente le budget de l'État par rapport à l'éducation et non baissez vos salaires, vos émoluments, mettez ça dans l'éducation nationale, Franck Diongo. On y revient. Toujours question d'argent.
Quand il s'agit d'argent, majorité, opposition, on n'entend rien par rapport à ça. Paulette Kimutu, je crois que vous n'allez pas tomber dans les pièges de vous désorienter. Non, on pose la question. Non, c'est vous l'organe comment je peux dire, qui votez le budget, Franck Diongo. Vous le savez, le budget passe par vous. Il y a tout un débat à l'Assemblée nationale pour voter le budget. Pourquoi vous ne vous battez pas pour que le budget de l'enseignement passe de 30 à 40 à 50%? Pourquoi pas? Battez-vous pour ça, non? Je vous réponds par cette question. C'est à travers là que par un respect à votre haute personnalité, je vais vous répondre à cette question, Paulette Kimutu. Je vous en prie, je sais que vous ne croyez pas à cette question. Non, je pense sincèrement à cette question. Fait, une grande journaliste de votre statut, vous connaissez bien qu'au Parlement, la décision est votée par la majorité. Donc c'est la majorité qui ne veut pas. Donc, la majorité ne veut pas augmenter le montant alloué à l'éducation. Pourquoi nous avons appelé à la ville, à l'école morte? Parce qu'au sein du Parlement, c'est l'axe du mal, c'est l'État contre le peuple. La majorité des parlementaires, qui sont de la majorité numérique et non sociologique, ils ont tué l'éducation. Ils ont la majorité dans les deux chambres. Ils ont le gouverneur de la ville. Ils ont le premier ministre. Ils ont le président de la République. Pendant 15 ans, monsieur et madame, ils ont tué la démocratie. Ils ont tué l'éducation. Voilà pourquoi. Parce qu'on ne peut rien obtenir dans les institutions pour être Kimutu. Et vous croyez cela. Voilà pourquoi nous avons fait recours au peuple congolais qui a exprimé son désaveu massif. Nous prenons maintenant le dialogue, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, les travaux du dialogue qui se tient, en tout cas, à la cité de l'Union africaine se poursuivent. Donc, ce condensé ici est vraiment consacré à cela, les travaux du 2e, 3e et 5e jour. Plus de détails, nous le suivons maintenant. Nous avons entendu le représentant des Nations Unies qui pour lui aboutit à peu près au même résultat. Il a donné trois versions pour la révision du fichier électoral. La première voudrait qu'on respecte les délais constitutionnels pour l'organisation des élections. Mais ça a un grand désavantage parce qu'on exclurait à peu près 17 millions d'électeurs. On prendra en compte aussi les personnes décédées et puis aussi la circulation de fausses cartes d'électeurs. Donc ça a de fortes inconvénients. Et les deux autres hypothèses, c'est celle qui ne respectent pas le délai constitutionnel, mais soumettent la révision partielle et même totale du fichier électoral à 8 ou même à 10 mois. Et là, il y a à peu près une différence à peu près de 1 mois ou 1 mois et demi avec la proposition faite par la commission électorale indépendante. Donc, visiblement, tout ce que moi je peux dire pour l'instant, c'est que la meilleure solution, c'est celle adoptée par la CENI, parce que ça ne sert à rien de s'entêter à respecter le délai constitutionnel, alors que le corps électoral n'est pas encore déterminé. La discussion que nous aurons demain, ça sera d'abord le débat général, et la question est tellement importante qu'on ne peut pas trancher demain. Donc nous allons discuter en toute responsabilité. Je répète encore une fois, nous portons sur nous la responsabilité de tout le monde. Nous ne sommes pas venus ici pour boutiquer contre le reste des Congolais. Nous savons ce que veulent. On ne peut pas trancher comme ça sans comprendre pourquoi il n'y a pas eu élection. Bien sûr, nous allons établir des responsabilités. Il y a eu tergiversation, il y a eu des manœuvres dilatoires qui nous ont causé ces retards. Mais ce n'est pas l'heure du jugement. Maintenant, c'est l'heure de donner des solutions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des soulèvements populaires alors que nous pouvons trouver une solution pacifique. La problématique de la révision du fichier électoral semble cristalliser toute l'attention des participants au dialogue national. Ce mercredi et pour la deuxième journée consécutive, les différentes hypothèses quant à cette opération dite cruciale pour le processus électoral a de nouveau été au centre des débats. Mais à la majorité, l'on estime déjà que l'une d'entre elles semble être l'idéal si l'on veut des élections véritablement libres, crédibles et transparentes. Visiblement, à part quelques voix que nous avons entendues,
qui sont d'ailleurs minoritaires, le constat qui se dégage, c'est l'impossibilité d'organiser les élections cette année. Ça, c'est un constat. Alors maintenant, qu'est-ce fait? Faut-il organiser les élections sur la base du fichier électoral actuel, moyennant un simple nettoyage? Faut-il organiser, et ça c'est la première option. La seconde option, c'est celle de la révision partielle. Et la troisième, c'est celle de la révision totale. Les deux premières options ont le désavantage d'exclure un grand nombre d'électeurs, environ 17 millions d'électeurs des élections. Donc la tendance qui se dégage, c'est d'adopter la proposition faite par la CENI, qui d'ailleurs va dans le même sens que les Nations Unies et même par la ligne élite, et même le rapport aussi de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous devons procéder à la révision totale du fichier électoral et qui a l'avantage de l'inclusivité de la participation aux élections, ce qui permettra aux 41 millions d'électeurs de voter ensemble. Au milieu de rapports des différents experts, la CENI semble avoir la meilleure option donc, mais celle-ci n'a pas encore l'accord de tous. Pour Vital Kamere, il faut tout faire pour éviter le pire au pays. José Makila invite par contre les hésitants à rejoindre l'arène des débats sur la question. Notant qu'hormis la problématique de la révision du fichier électoral, les délégués des différentes composantes à ces assises vont également se pencher sur les séquences des scrutins, le budget du processus électoral et sa sécurisation. Au cours des travaux du jour, l'on a vu se dessiner deux camps diamétralement opposés, ceux qui ne jurent que par l'alternance à la tête du pays, et pour eux, il est plus que nécessaire, au regard de la Constitution, mais également de la résolution 2277, de prioriser la tenue de la présidentielle avant tout autre scrutin. Un argumentaire rejeté par la majorité présidentielle. Elle l'a dit à qui veut l'entendre que ces assises s'avèrent une occasion propice afin de permettre à la classe politique de dégager un consensus autour de la nécessité d'un calendrier électoral privilégiant en premier lieu les locales et les municipales, bref, des élections de la base au sommet. Bien avant, plusieurs autres interventions ont marqué la journée de ce vendredi à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquelles celle du président national du RCD. Azarias Rouberois estime par exemple qu'à cette étape des négociations qui vont engager toute la nation, la facilitation ferait œuvre utile à réfléchir profondément pour que l'UDPS, le rassemblement, la dynamique de l'opposition et le G7 rejoignent ces assises, histoire d'assurer son inclusivité. Mais Rouberois sera tout de suite contredit par André Kimbuta. Pour lui, le dialogue est bel et bien inclusif et que le concept d'inclusivité n'est pas lié à la présence physique, mais plutôt aux matières évoquées. À Kimbuta de plaider pour que l'enrôlement des électeurs soit immédiatement suivi du recensement de la population avec délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité. Qu'à cela ne tienne, ce samedi, les participants au dialogue vont être répartis en commissions subdivisées en 3 thématiques, celle relative aux élections, à la sécurisation du processus et enfin celle dite de la confiance et équité. Mais d'ores et déjà, à l'opposition l'on provient, le délai de 15 jours de travaux ne doit pas être dépassé. Merci à toi, Élisée Odia, membre de Journalistes en Action, qui est notre envoyé spécial là-bas à la Cité de l'Union africaine et qui couvre d'ailleurs pour Congo Web Télévision ces assises. Franck Diogo, vous avez suivi tous les détails, tout ce qui se passe là-bas. Nous allons essayer de décortiquer petit à petit, avoir votre point de vue. On a dit d'abord qu'il ne faut pas, Franck Diogo, s'entêter à respecter le délai constitutionnel parce que c'est clair, cette année, il n'y aura pas d'élections et éviter d'embraser le pays. Quelle est votre réaction? Le peuple congolais n'est pas concerné. D'ailleurs, Paulette Kimoto, avant même qu'il vote des résolutions, toutes les résolutions sont déjà rejetées avant que les gens soient votés. Vous en êtes sûr? Madame, je sais ce que je vous dis et le peuple congolais... Est-ce que seule la représentation des députés nationaux représente aussi une grande frange de la population? La motivation... La motivation principale... Vous n'avez pas... c'est pas seulement l'opposition qui représente le peuple, hein? La motivation principale de ce discours, de ce dialogue, Paulette Kimoto, d'abord ce n'est même pas un dialogue, c'est le pseudo-dialogue.
Expliquez, ça veut dire quoi pseudo-dialogue? Le pré-dialogue, un faux semblant de dialogue, c'est ça que vous dites? Non, c'est un pseudo-dialogue. Ça n'a rien à voir avec les dialogues. Lorsqu'un camp se retrouve entre eux, c'est-à-dire quoi? Mais on vous demande de venir. C'est la majorité. Vous demande de venir. Venez. Pourquoi vous refusez? Donc, répondez d'abord. Non. Pour ne pas nous égarer. Pourquoi vous refusez d'y aller? Pourquoi? Parce que vous supplie même de venir. Pourquoi vous refusez? Le rassemblement et les autres Congolais et Congolaises qui sont attachés à la légalité constitutionnelle ont pris conscience de la réalité du danger qui incarne ces pseudo-dialogues. Ces pseudo-dialogues visent, Paulette Kimutu, à ce que M. Kabila soit président au-delà du 20 décembre, en violation de la Constitution. Laissez-moi vous dire, Paulette Kimutu, accordez-moi une seconde. Nous sommes attachés à la convocation des scrutins le 19 septembre 2016. Nous allons réclamer le calendrier électoral, nous allons réclamer la convocation des scrutins. Nous sommes attachés à ce que le président élu doit être connu avant le 20 décembre 2016. Mais ça ne se fera pas, c'est clair. Qu'est-ce qui va se passer? Le 20 décembre, s'il n'y a pas élection, quel devient d'abord l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Premier élément. D'abord la Cour constitutionnelle, qui n'est pas encore régulièrement constituée, légalement constituée. Parce que la Cour constitutionnelle a 9 juges et 60 conseillers référendaires. Dès lors qu'il n'y a pas encore les 60 conseillers référendaires, conformément à la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, tous les arrêts Paulette Kimutu de la Cour constitutionnelle sont inconstitutionnels et illégaux. Donc, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dont on voudrait se servir comme base, comme prétexte d'accorder le pouvoir de M. Kabila, ne sera pas opposable au peuple congolais. Premier élément. Donc, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est une maison assise sur du sable. Deuxième élément. Est-ce que M. Kabila peut continuer par rapport au principe de la continuité des services publics de l'État? Non, madame. Parce qu'en droit administratif, et là vous connaissez bien, en droit administratif, la continuité des services publics de l'État n'a pas le même contenu qu'en droit constitutionnel. Lorsqu'on nomme un bourgmestre, il peut être suspendu, il peut mourir, quelqu'un peut assumer son intérim, parce qu'il n'y a pas un mandat, parce qu'il a été nommé. Mais ici, le mandat, c'est la légitimité. M. Kabila a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, il peut assumer la continuité des services de l'État que pendant son mandat, à tel point qu'il n'y aura même pas intérim. Parce que, pour être Kimutu, pour assumer l'intérim, il faudra que quelqu'un soit empêché pendant son mandat. Mais ce Kabila ayant fini son mandat, il ne peut pas assumer son intérim. Quelqu'un d'autre n'assumera pas son intérim. Permettez-moi l'expression, on dit que vous êtes un peu trop extrémiste. Vous ne voulez pas entendre les autres. Est-ce que vous ne pouvez pas, Franck Ndongo, pour l'amour de ce Congo, aller là-bas au dialogue, écouter leur avis et donner les vôtres? Ici, vous nous parlez à la télévision, c'est vrai, mais les décisions se prendront là-bas au Kanchati. Mais allez-y au Kanchati, parlez, tapez du poing de la table, tapez-vous si vous devez vous taper, mais trouvez des solutions. Mais comme ça, chacun se campe derrière ses positions et c'est le peuple qui en pâtira. Vous demandez au peuple de prendre de prendre ses responsabilités. Mais qui sera dans la rue? Qui va mourir? Qui va prendre des balles? Ce ne sera pas vous, ce sera le peuple. Mais qui paiera le prix le plus lourd? Qui va tuer parce qu'un peuple réclame l'élection? Qui va tuer parce que le peuple réclame sa liberté? C'est celui-là qui est l'ennemi du peuple congolais. Un peuple qui réclame l'élection, vous le tuez. Un peuple qui réclame le respect du délai continu, vous le tuez. Vous savez que la communauté internationale tient ce dialogue. Ils étaient là à l'ouverture. Vous les avez vus, les ambassadeurs et tous les organismes internationaux. Ils étaient présents. Qu'est-ce que vous faites de ce poids-là quand même? Ça pèse, hein, la communauté internationale. Vous mettez en défi, vous défiez la communauté internationale? Il est insultant à l'opinion publique congolaise, Paulette Kimutu, que vous puissiez imaginer que les Nations Unies qui avaient voté la résolution 2277, exigeant, Paulette Kimutu, l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels à travers un dialogue qui doit être tenu, il n'y a pas à ce jour aucune décision des Nations Unies contraire à la résolution. Par contre,
Les noces apostoliques a remis en cause même la partialité de M. Kodjo et a exigé qu'il n'y aura pas de dialogue sans Tshisekedi, Katumbi et M. Kabila. C'est clair. Et vous ne parlez pas des Congolais qui prennent conscience que ceux qui sont restés dans leur raison, pas plus tard que hier, Albert Moleka a quitté le dialogue. Pas plus tard que quelques jours, l'ancien secrétaire général de l'UNC, Bertrand Yonga, a quitté le dialogue. Pas plus tard que 3 jours, l'honorable Lusenge est parti à l'UNC, a quitté le dialogue. Je doute fort que l'Église catholique va continuer jusqu'à la fin, au regard de ses responsabilités. Ça s'appelle le complot est en train d'être démasqué, qui donne raison au rassemblement. Le monde a besoin, pour les Kimutu, pas seulement d'un franc-parler, d'un parler clair, mais aussi et surtout pour les Kimutu, de parler vérité. Nous avons le devoir citoyen de défendre la République. Défendre la République, c'est le respect de la légalité. Être républicain, c'est respecter la loi. Nous ne sommes plus comme hier, où le roi était le représentant de Dieu sur la terre, où le roi incarnait la loi. Aujourd'hui, les lois sont là, doivent être respectées. Nous restons toujours dans ce dossier du dialogue. Nous prenons les réactions, mesdames et messieurs, les réactions du CAFCO. Ils sont allés vraiment faire leur plaidoyer chez Vital Kamerhe. Évidemment, la réaction de la diaspora par rapport à ce dialogue. Plus de détails. La délégation était constituée des femmes de l'opposition, de la majorité au pouvoir et celle de la société civile, réunies comme un seul homme au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Ces femmes veulent être représentées au dialogue national. Voilà toute la raison de leur présence ce jour chez les co-modérateurs de ces assises, Vital Kamerhe. Nous sommes profondément inquiètes et c'est pour cela que nous sommes venus voir le président Vital Kamerhe pour lancer en fait un SOS, lui dire, nous les femmes congolaises, nous tenons à ce que les textes fondamentaux comme la Constitution, comme la loi sur la parité, comme les résolutions internationales auxquelles a souscrit notre pays soient respectés, à savoir, nous voulons être autour de la table de négociation. Vital Kamerhe, lui, déplore la faible représentativité de la femme à ce forum. Nous allons effectivement faire en sorte que les femmes soient représentées de façon raisonnable, comme l'a dit Mama Inagosi, significative. La volonté de le faire, comme l'a dit Madame Angèle Makombo, est là. Nous allons plaider parce que nous savons le savoir-faire des femmes par expérience. Nous avons vu combien les mamans nous ont aidés à surmonter les obstacles pendant les négociations. Bien avant, ces femmes étaient chez les facilitateurs Edem Kodjo, puis chez les femmes ambassadrices accréditées en République démocratique du Congo. Elles espèrent une suite favorable à leur requête. Attaché au respect des prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Soucieux de préserver la paix et la concorde nationale pour lesquelles beaucoup de nos concitoyens ont payé par leurs efforts jusqu'au sacrifice suprême. Suivons avec beaucoup d'attention et d'intérêt le déroulement des travaux du dialogue politique national tel que recommandé par les résolutions 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Affirmons notre adhésion et notre soutien au président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, dans sa démarche salutaire et courageuse d'obtenir à travers ce dialogue un processus électoral crédible et transparent dans un climat apaisé. Des listes ont été déposées et des personnes ont été accréditées pour prendre part au dialogue en lieu et place de la diaspora. C'est ainsi que la diaspora congolaise fédérée, c'est-à-dire la diaspora venue de tous les coins du monde, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie. Toute la diaspora congolaise ici réunie, ou sinon ici représentée, est venue auprès de la facilitation pour
essayer de remettre la pendule à l'heure. Parce que nous ne reconnaissons pas tous ceux qui sont à l'intérieur de ces assises, ces 10 ans de la diaspora, parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Et nous pensons que la facilitation va jouer la sagesse et essayer de remettre les choses à l'ordre. Et comme vous voyez, nous avons écrit pour la énième fois aux facilitateurs et nous sommes venus ici pour rencontrer le bureau de co-modération et la réponse qui nous a été donnée est qu'il y a une démarche supplémentaire que nous devons faire au niveau de leur bureau en ville et nous revenons ici pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette diaspora qui est à l'intérieur afin que la vraie diaspora puisse prendre place à ces dialogues. Ce qui ressort dans ce condensé, c'est la personnalité ou la personne de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est encensé par les uns, descendu, lynché médiatiquement par les autres. Et quelle est la position aujourd'hui du rassemblement par rapport à Vital Kamerhe? Comment vous le considérez aujourd'hui? C'est vrai qu'on ne devons pas personnaliser les débats, mais en Afrique, eh bien, la politique, ça se confond aussi avec la personne. Alors aujourd'hui, quel lieu, comment regardez-vous aujourd'hui Vital Kamerhe? Franchement. Je ne peux pas répondre de c'est un cas isolé d'un homme. Mais à suivre l'honorable Iwanga, il a dénoncé les comportements, la politique de leur parti. Et il a démontré sa désapprobation. C'est à ce moment-là que vous avez vu l'honorable Iwanga a claqué la porte. Il a démissionné de ses charges de secrétaire général. C'est à ce moment-là que le numéro 3, Iwanga était numéro 2. Le numéro 3, Kodé Lubaya, a désapprouvé, il a démissionné de ses charges. En désapprobation également, le vice-président du groupe parlementaire NC allié, l'honorable Lusenge, qui est de l'Est, a démissionné, a claqué la porte du dialogue. Je crois que l'érosion au sein du parti et du groupe parlementaire vous donne une image sur la ligne du parti désapprouvé. Donc, il y a eu des pré-dialogues à Venise, à Ibiza, partout. Et il y a même Eden Kodjo qui a lancé ses pamphlets, qui a dit qu'il y a même un accord secret entre l'UDPS et le PPRD par rapport à ce dialogue. Alors, vous les traitez tous de traîtres. Alors, aujourd'hui, le pays est divisé entre ceux qui sont au dialogue et ceux qui ne sont pas au dialogue. Comment concilier les deux? Comment vous voyez l'avenir de ce pays? Nous allons où là, Franck Diongo? Laissez-moi vous dire, nous croyons au dialogue vrai, crédible et sincère, selon l'esprit de la résolution 22 septembre. Mais on a créé des commissions, il y a quand même des étrangers. En fait, dans chaque commission, il y a quand même le panel des étrangers qui est là. Malgré la présence des étrangers, vous ne croyez toujours pas vraiment à la sincérité de ce dialogue, Franck Diongo? Voilà la vision pour le vrai dialogue. Nous avons donné au monde, même à l'Union africaine, à tous les ambassadeurs, aux instances internationales, notre feuille de route. Signée par Etienne Tshisekedi, la feuille de route du rassemblement. Et dans cette feuille de route, le mandat de M. Kabila est non négociable. Il doit partir le 19 décembre, de sorte qu'il y ait un nouveau président le 20 décembre. Donc ça, c'est non négociable. Toute autre résolution, tout autre accord, toute autre pensée, toute autre réflexion qui fera que M. Kabila soit président le 20 décembre est à rejeter et ça ne sera pas acceptable. Premier élément, ça dans notre feuille de route. Simplement sur la personne de M. Deuxième élément. S'il vous plaît, répondez à ma question. Pourquoi vous vous focalisez seulement sur la personne de M. Kabila? C'est le respect de la légalité constitutionnelle. Mais le Sénat est aussi légitime, par exemple. M. Kengo, normalement, vous devez être là. Le gouverneur aussi, il y a bien d'autres personnes qui ne devaient pas être là, normalement. Vous savez, moi, je suis co-rédacteur de la Constitution. Dans la Constitution de la République, la seule élection qui a un calendrier dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Vu ce qui se passe partout après les élections, est-ce que les élections sont vraiment utiles pour l'Afrique, franchement, parce qu'on a l'impression que les élections deviennent une période trouble, où les gens doivent mourir, où tout le monde conteste les résultats, où personne ne satisfait par rapport aux élections ou après les élections. Est-ce que les élections sont vraiment nécessaires pour l'Afrique? Il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est clair. Et je crois à ce principe-là. Je crois que la démocratie est le moteur du développement. Mais les élections dont nous avons besoin,
c'est les élections transparentes, honnêtes, en respectant les textes légaux. Au Gabon, par exemple. Nous réfléchissons par l'absurde. Parce que ce sont les hommes qui organisent ces élections. Nous disons clairement que les Africains ne sont ni honnêtes, ni vrais, et sont trompeurs. Donc c'est la qualité de l'homme noir qui joue là. Parce que comment les Blancs, eux, ils organisent des élections? Quand quelqu'un perd, par exemple, ils sont d'accord, ils disent oui, j'ai perdu les élections avec toute élégance, et on passe à autre chose. Pourquoi le noir ne l'accepte pas? Donc le problème, c'est le noir, Franck Diongo. Résumons ça à ça. Parce que c'est l'homme noir qui organise. Si c'était les Blancs, oui, mais c'est comme ça. En Afrique du Sud, on accepte le résultat. Parce qu'il y a des Blancs. Parce qu'il y a des Blancs. Au Bénin, on accepte le résultat. Au Sénégal, on accepte le résultat. Ici, donc les Congolais ne sont pas vrais, ni honnêtes, ni sincères. Les Gabonais ne sont ni vrais, ni sincères. Nous devons maintenant vous avez un groupe d'ennemis de la République qui essaie de s'accrocher au pouvoir par la force. Mais ici, au Congo, le peuple congolais a la maturité de récupérer ce pouvoir. Il va le récupérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Quelle est votre lecture? La lecture de... Je salue vraiment le comportement du président Ping. Parce que... Pour vous, c'est lui qui a gagné les élections? Jean-Ping a gagné les élections, c'est clair. Comment on vous dit décomptons les voix? Il lui refuse qu'on décompte les voix. Mais il avait refusé ça à Gbagbo, hein? Comment il était secrétaire général comment il a refusé ce récoltage à Gbagbo, hein? Comment vous avez gagné les élections? On compte les voix pour confirmer votre victoire. Vous refusez. Ça visualise la corruption et la fraude, le mensonge. Et j'ai félicité Jean-Pierre qu'il mette en garde la Cour constitutionnelle. La même chose au Congo, nous mettons en garde la Cour constitutionnelle avec son arrêt illégal et constitutionnel. Parce que la Cour n'est pas encore régulièrement et légalement constituée, la Cour est constituée en partie. Que les Congolais se posent, comment tous les politiques congolais se rendent chez Denis Sassou Nguesso? Et vous y êtes aussi. Répondez-moi franchement, qu'est-ce que vous cherchez chez Denis Sassou Nguesso? Non, Poulette Kimouti. Non, répondez franchement, puisqu'on ne comprend pas aujourd'hui cette ruée vers Denis Sassou Nguesso. Nous parlons à ce peuple qui nous suit, qui n'est pas con. Permettez l'expression. Répondez franchement à ma question. Qu'est-ce que vous cherchez chez Denis Sassou Nguesso? Est-il aujourd'hui le sage d'Afrique? Il vous donne des bons conseils? Puisque quand on voit ce qui s'est passé chez lui, on se pose la question. Quel est le rôle que joue Denis Sassou Nguesso? Sur le plan des principes, déjà il faut noter, les Congo-Kinshasa et les Congo-Brazzaville, si les Congolais racontent les Sassou, ce n'est pas pour faire la politique, c'est la diplomatie. On ne fait pas la politique avec les étrangers. Pour rencontrer un étranger, il ne faut pas qu'il soit modèle ou pas. Sinon, les Américains n'iraient pas en Corée du Nord. Les Français n'iraient pas en Chine. La Chine n'est pas un modèle de démocratie. Deuxième chose, si la réunion, la rencontre avec une autorité étrangère peut aider à l'intérêt du pays dont on est ressortissant, il n'est pas interdit de les rencontrer. Ceci dit donc, nous avons été parmi les personnalités que le président Sassou a invitées. Nous l'avons rencontré pour parler du Congo. Si ce n'est pas un secret d'État peut-être, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a prodigué comme conseiller? Non, c'est clair, c'est clair. Le président Sassou a été involontaire pour écouter les Congolais pour voir quelle pourrait être sa contribution. Parce que si le Congo s'embrase, il y aura des débordements chez lui. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Donc il a intérêt que le Congo ne brûle pas. Il a voulu écouter les Congolais. Il a voulu écouter les Congolais. Vous avez vu que même lorsqu'il était venu à Kinshasa, il a rencontré le rassemblement. Il a rencontré et l'opposition et la majorité, tel que vous avez dit. Mais ce qu'il faudra noter, les rassemblements, l'AR, l'Alternance pour la République, le MLP, les députés Franck Diongo, porteurs d'attente et de revendications des citoyens, dans son agir, il ne traitera jamais les Congos, les Congolais et les Kinois. D'ailleurs, j'avais profité de l'occasion pour dire à président Sassou que les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Congo-Brazzaville, nous sommes comme les enfants d'une même mère, mais de pères différents. C'est-à-dire que les Congolais de Brazzaville traitent les Congolais de Kinshasa avec beaucoup plus de respect, que ce qui a eu lieu dans le passé ne se répète plus. Parce qu'un Congolais de Kinshasa ne tolère pas qu'il soit maltraité par un Congolais de Brazzaville qu'il considère comme son frère du sang.
À cela, le président Sassou a été touché et il a pris acte de notre sollicitation d'une réconciliation avec les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville, qui est d'un traitement privilégié. Nous avons posé ça officiellement et je suis sérieux, je suis certain qu'il est en train de me suivre ce soir. Parce que la télévision congolaise est suivie à Brazzaville. Donc, moi, j'ai félicité le président Sassou de la volonté d'écouter les Congolais. Nous allons poursuivre avec le point de presse d'Edem Kodjo, une petite boutade. Comme vous le saviez, Edem Kodjo aujourd'hui, c'est l'homme le plus connu, le plus célèbre de la RDC. Qui ne connaît pas Edem Kodjo aujourd'hui, même jusqu'au fin fond, en tout cas, de la RDC, on ne parle que d'Edem Kodjo. Et je crois peut-être que d'ici là, il aura ses mabanga dans les chansons congolaises. Alors, nous allons parler aussi de la célébration de la messe d'action de grâce, du rassemblement pour prier, pour qu'on protège la Constitution. Alors, nous aurons les réponses de Franck Diongo, mais avant tout, suivons ces images, ces reportages. Face à la presse ce vendredi, Edem Kodjo, entouré des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, va tout de suite balayer les préjugés autour du respect ou non du délai constitutionnel s'agissant de l'organisation de l'élection présidentielle. Nous avons à peine clôturé, disons, les débats généraux. Les travaux en commission commencent. Il va y avoir ensuite restitution de ces travaux en commission la semaine prochaine à l'Assemblée plénière. Et c'est seulement en ce moment-là que l'on saura si nous arriverons à tenir les élections de la délégation constitutionnelle. Une procédure loin d'être aisée, pareil pour la libération des prisonniers politiques, surtout ceux de la liste déposée par le G7. À ces sujets, les discussions sont en cours, rassure le facilitateur, sur fond d'un constat. Le dialogue se poursuit, mais les efforts se poursuivent également pour arriver à régler cette question de libération des prisonniers politiques, de libération des médias également. Les efforts se poursuivent également pour ramener les absents à la table des négociations pour dégager un consensus. Pour ceux qui ne sont pas présents, il y a toute une stratégie qui est déployée à tous les niveaux, y compris par la société civile, notamment par les églises. Et tous ces efforts doivent tôt ou tard aboutir à quelque chose. Si elles n'aboutissent pas à des résultats positifs, on constatera qu'on n'a pas obtenu de résultats positifs. Mais si elles devaient aboutir à des résultats positifs, on se féliciterait de la participation de toutes les forces. Pendant ce temps, les travaux du dialogue sont dans leur phase de commission, répartis en 3 thématiques. À l'instar de la plénière, les commissions bénéficient d'une co-modération majorité-opposition. Les fonctions du rapporteur et rapporteur adjoint reviennent à la société civile. Cathédrale Notre-Dame du Congo, une mobilisation tous azimuts a été observée dans l'enceinte de cette église catholique dès l'arrivée du leader Maximo Etienne Tshisekedi. La cathédrale était scandaleusement inondée de plusieurs membres du rassemblement venus assister à cette messe d'action de grâce, dite pour plusieurs raisons. D'abord, pour témoigner leur gratitude envers Dieu concernant le rétablissement de la santé d'Etienne Tshisekedi. Ensuite, prier pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement pour l'Est du pays, devenu le théâtre de massacres. Enfin, le rassemblement a sollicité l'intervention divine pour mettre un terme à la crise politique actuelle que traverse la RDC. Selon ces acteurs politiques du rassemblement, le vrai dialogue, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas encore démarré. Tous ne jurent que sur le strict respect de la Constitution. Nous voudrions demander à Dieu cette grâce pour que la jeune démocratie, la nôtre, que la consolidation de la démocratie s'efface, qu'il nous donne la lumière, qu'il chasse les ténèbres. Nous sommes venus prier d'abord pour la paix dans notre pays, pour le respect de la Constitution, pour les tueries qui se passent dans notre pays. Nous avons également sollicité la grâce de Dieu pour bénir le rassemblement à travers les grandes actions pour libérer le Congo. Le rassemblement a également imploré la grâce de l'Éternel dans ses actions qu'il compte mener pour l'intérêt supérieur de la nation. À cet effet, le rassemblement va organiser son conclave au courant de la semaine prochaine.
Franck Diongo, c'est vrai que le rassemblement est allé prier, s'incliner devant Dieu, mais vous oubliez une chose, vous êtes légaliste, la RDC est laïque, pourquoi vous imposez aux gens d'aller prier? Et si vous avez des athées parmi vous, des musulmans, des bouddhistes et autres, qu'est-ce que vous allez faire? Paulette Kimuto, il est vrai que la constitution du Congo consacre le caractère laïque de l'État congolais. Mais tenez qu'il y a la liberté d'opinion, la liberté des confessions religieuses, mais les gens du rassemblement, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, nous sommes mis d'accord de prier. Pour le respect de la Constitution, parce qu'il y a un complot au Kanchachi, par les ennemis de la République. Et nous allons prier pour les Kimutu. 1, pour le respect de la Constitution. 2, pour la paix au Congo. 3, témoignant de gratitude le fait que le Seigneur Dieu a rétabli la santé des pères de la démocratie, que le président Tshisekedi, le président du Rassemblement. 3, prier la grâce de Dieu de bénir nos frères et sœurs de Béni qui sont tués avec l'indifférence de l'État contre le peuple qui dirige mal le pays. C'est vrai que nous n'allons pas faire une émission religieuse, mais on dit faites de Dieu vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. On se demande si vos cœurs sont bons, si vous faites vraiment la volonté de Dieu, vu ce qui se passe aujourd'hui. La volonté de Dieu. Pas l'hypocrisie aussi, parce que là, on se demande si vous êtes tous chrétiens, parce que si tout le monde était chrétien et faisait la volonté de Dieu, Franck Diongo, je ne pense pas que ce pays serait comme ça aujourd'hui. Non, pour les Kimutu. Je vous en prie. Les rassemblements, on demande à la grâce de Dieu, surtout pour les actions que nous allons mener. C'est comme le peuple d'Israël, qui a prié Dieu pour les libérer de l'esclavage chez les Juifs. Mais grâce à Dieu, nous vivons sous la grâce, parce que si c'était vraiment sous l'époque de Moïse, vous aurez tous chicoté, les gens allaient mourir en temps aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que le mois de septembre, c'est le mois des actions. Sur le pauvre Edem Kodjo, qui vous supplie de venir, Franck Diongo, qui vous demande presque humblement de venir au dialogue, pourquoi vous vous entêtez aussi? Pourquoi vous ne voulez pas l'écouter? Est-il si mauvais que ça? Est-il si traître que ça? Est-il si kabyliste que ça? Quels sont les éléments palpables pour que vous les récusiez autant? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Kodjo? Premièrement, Edem Kodjo a échoué au Burundi, un petit pays. Il ne peut pas réussir ici. Tout son passé, il est traité... Mais c'est vous qui avez demandé un facilitateur étranger. Tout son passé, madame. C'est vous, non? C'est l'opposition qui voulait un facilitateur étranger. C'est un homme partial, c'est un partisan. Dans les cas congolais, je vous donne un exemple. Mais vous le saviez, vous devez récuser bien. Nous l'avons récusé. Bien avant même qu'il ne commence. On ne nous a pas sollicité de sa désignation, depuis sa désignation qui a été irrégulière. Nous avons fait un acte de bonne foi pour les Kimutu en demandant la présence du panel et que le panel devait se transformer en comité de facilitation. Mais ça s'appelle ce panel n'est toujours pas là? Le panel est là comme observateur, mais pas comme comité de facilitation. Donc, Kodjo peut les consulter pour donner un avis consultatif. Kodjo a la liberté d'écouter ou de ne pas écouter. Ce panel ne constitue pas une structure de décision, un organe de décision. Et c'est là que vous avez une lecture erronée, croyant qu'il symbolise la présence de la communauté internationale pour participer à contribuer à la décision. Non! Kodjo peut prendre à compte ou pas. Le panel n'est pas une instance de décision. Nous parlons aussi à cette population, votre mot de la fin, parce que il y a maintenant, jusqu'au mois de décembre, il y a quand même une certaine psychose qui est peut-être créée ou voulue par une certaine opinion. Quel est le message clair de vraiment quelques poussières de secondes? Le message clair au peuple congolais, c'est de retenir qu'il y a crise de légitimité au Congo. La constitution doit être respectée. Le 19 décembre, par rapport à la constitution, c'est la date de convocation des scrutins.
nous allons demander que le secrétaire président soit convoqué. C'est la fin de cette émission. Merci donc à Monsieur Franck Diongo d'être passé à la barre. Merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique et RDV Prix le dimanche prochain. Inch'Allah.